femme congolaise, agent de développement de son pays. Après son acceptation d'une manière officielle, elle doit exercer sa politique en déployant ses compétences. Et c'est là justement que commencent des questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette émission avec un thème très intéressant. Femmes congolaises, autonomisation ou leadership. Avec moi sur ce plateau, nous avons Madame Solange Masumbuko, femme à plusieurs casquettes. Bienvenue, Madame. Merci. Comment voulez-vous qu'on vous présente dans cette émission Femmes? Femme, leader. Je crois que ça résume tout. Parce que j'ai dit que vous étiez une femme à plusieurs casquettes. Exactement. Je suis membre cofondatrice de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, donc femme politique. Mais aussi, je suis vraiment trempée dans le mouvement associatif avec les plateformes et d'autres ONG. Je suis membre de plusieurs autres réseaux, CAFCO, REFAMP et tant d'autres, IFEKIN, etc. Et je suis assistante d'université, donc à l'UPEN. On est mieux fixé, merci. Première question, je le disais tout à l'heure, mais quand on parle mieux, on se demande autonomisation ou leadership. À quel type de femmes on fait allusion justement? Autonomisation ou leadership, ça concerne toutes les femmes. Ça concerne toutes les femmes parce que on ne peut se développer que par l'autoprise en charge et par un brin de... On doit se réveiller, un brin de réveil, de prise de conscience personnelle pour s'en sortir. L'autonomisation, en réalité, c'est comme être digne. L'autonomisation, en réalité, c'est avoir la possibilité de déterminer ses droits. Nous avons plusieurs droits, mais est-ce que nous déterminons nos droits? Est-ce que nous avons la capacité de ce droit-là? C'est aussi être digne, être libéré, le sens de la dignité, le droit d'avoir accès aux opportunités, le droit d'avoir accès à l'emploi. L'autonomisation, c'est l'autoprise en charge. Ça veut dire on se sent capable à l'intérieur de son foyer, on contribue, mais de l'extérieur aussi, pour son pays, on se sent digne quand on sait qu'on peut apporter une pierre. Et donc, pour moi, l'autonomisation, c'est une libération. Sans un esprit de révolte? Non, pas du tout. C'est une libération, c'est un sens de réveil et de dignité pour évoluer, pour se développer. Alors, on va justement au cours de cette émission voir à quel niveau nous, femmes congolaises, nous aspirons à cette autonomisation. Mais j'aimerais quand même faire un petit recul. Il y a quelques années, les femmes congolaises étaient très braves. Elles tenaient l'économie de ces pays. Mais quelles femmes? On peut dire que ce sont des femmes commerçantes, les mamans maraîchères, qui contribuaient au développement de ce pays d'une manière assez pas très formelle, c'est dans l'informel. L'on déplore aussi ce phénomène-là jusqu'à ces jours, mais la donne a quand même changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la femme congolaise s'est détournée de sa vision? Est-ce qu'elle voit autrement les choses aujourd'hui? Elle est très modernisée ou il y a peut-être un petit problème d'encadrement? Non, la femme congolaise, elle continue à tenir l'économie de ce pays. D'une manière informelle. De l'Afrique, d'une manière informelle en réalité. Parce que si nous essayons de faire parler les statistiques, plus de 70% de l'économie congolaise est tenue par l'informel. Et 60% de cet informel, ce sont les femmes. Donc elles contribuent largement, mais sans pour autant passer dans les structures étatiques, etc. C'est des initiatives personnelles, c'est des initiatives communautaires, c'est des initiatives de groupe, etc. Et donc, je crois qu'elle continue à tenir l'économie congolaise, mais il y a diversification maintenant. Il y a aussi
des femmes qui sont en politique, qui essayent d'évoluer en politique, d'autres femmes commerçantes, mais on doit avouer que l'arsenal juridique... Des bureaucrates aussi. Des bureaucrates aussi, mais l'arsenal juridique jusque-là n'est pas encore au point. Et même les lois qui sont exercées, les lois qui sont votées dans notre pays ne sont pas encore très bien appliquées, parce que c'est à peine 10% des femmes qui se retrouvent dans les institutions publiques et étatiques. Et en Afrique, c'est à peine 25%. Donc ce n'est pas seulement au Congo que nous avons cette sous-représentativité des femmes à des instances étatiques, politiques et dans les instances décisionnelles. Et même si nous essayons de dénombrer des entreprises formelles, on voit plus les hommes. Mais quand on essaie de dénombrer les entreprises informelles ou des initiatives d'entrepreneuriat, il y a plusieurs femmes. Mais elles prennent ça comme si elles s'amusaient et tout. Tu vois une femme qui se réveille chaque matin, qui achète son pain, qui va vendre son pain à 5 heures. Mais en réalité, c'est une entreprise. C'est une petite entreprise qu'elle a, parce qu'à la longue, elle peut aussi engager, à la longue, elle peut contribuer, etc. Donc, je crois que l'application des lois que nous avons, parce que nous avons un très bel arsenal juridique, mais l'application ne suit pas encore, parce que on n'est pas conscient, on n'est pas formé. Mais c'est là que vous devez intervenir en tant que suffisamment femme leader, en tant que femme très engagée dans les plateformes, dans les ONG. Vous avez quand même, vous, les femmes des ONG, ce rôle de réveiller les décideurs afin de mettre en application ces lois qui puissent booster l'apport de la femme dans le développement. Exactement. Plusieurs lois, plusieurs décisions, plusieurs initiatives de l'État qui visent à stabiliser la femme ou l'entrepreneur en général, à stabiliser le marché économique, mais qui sont ignorés des femmes. Aujourd'hui, nous avons par exemple le guichet unique. En principe, toutes les femmes devaient accourir. Est-ce qu'elles sont informées? Elles ne sont pas encore informées, il faut vulgariser. Voilà pourquoi nous sommes en association, en réseau. Nous encourageons les femmes à travailler en réseautage dans les mouvements associatifs, parce que là, les informations circulent. De même que les hommes font passer des informations entre eux sur des opportunités nouvelles, sur des opportunités au Congo, en Afrique et ailleurs, les femmes aussi, nous devons aller vers l'information. Aller. Et nous, femmes leaders, nous devons aller vers la base pour donner l'information et échanger les opportunités. Mais l'on remarque justement un grand fossé entre ces femmes leaders et la base. Pas du tout. Il y a plusieurs initiatives des femmes. Remarque que le monde associatif, rural, même en ville, sont tenus par des femmes. Je crois 90% des réseaux qui fonctionnent en bonnes conditions et qui vraiment sont pérennes sont tenus par des femmes. Donc elles initient. Mais il faudrait aussi que l'État puisse appuyer. Parce que imagine-toi que tu tiens une plateforme avec tes propres moyens, avec les moyens de bord, ça veut dire des cotisations des membres. En réalité, cette association qui contribue dans la sensibilisation, dans la vulgarisation, doit être aussi appuyée par l'État. Pourquoi pas bénéficier d'une subvention pour maintenir les membres stables. Ça, c'est aussi un problème. Et au moment où on va discuter de la loi budgétaire, moi je crois que c'est l'une des recommandations, de voir quelques plateformes, quelques associations qui travaillent réellement sur terrain et qui sont dans les provinces, de les appuyer en donnant des subventions. Partout dans le monde, c'est comme ça. Il faudra beaucoup attendre parce que les secteurs clés du pays souffrent du volume du budget. Donc, vous, les plateformes, il faudra vraiment prendre votre mal en patience. J'allais dire... Non, mais ces associations travaillent pour l'émergence d'une classe moyenne, l'émergence d'un Congo fort. Comment ignorer les personnes à la base qui travaillent pour l'émergence du Congo? Comment les ignorer? C'est impossible.
Une opinion estime que les femmes ne sauraient être des bons gestionnaires parce qu'elles y mettent beaucoup de passion. Non, c'est vrai en partie et ce n'est pas vrai. La femme, elle est à la fois bonne gestionnaire, mais aussi elle a beaucoup de sentiments. Ça veut dire la pitié, elle y met un peu de réserve pour prendre des bonnes décisions, pour peut-être sévir face à un agent ou à un collaborateur. Cœur de mère. Oui, elle met le cœur de mère en avant-plan. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont de mauvaises gestionnaires. On dit toujours là où la gestion, les entreprises, les statistiques prouvent que les entreprises gérées par les femmes sont bien tenues, sont pérennes, on sent une durabilité, une stabilité. Donc elles ont une vision anticipative des problèmes et elles anticipent même beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition aussi, ça c'est une grâce divine. Donc la femme c'est une bonne gestionnaire, mais sauf qu'elle doit s'armer des certaines astuces managériales pour bien gérer une entreprise. Les hommes font des formations continues. Après la formation formelle à l'université, à l'école secondaire, ils bénéficient de beaucoup de formations sur le leadership, comment gérer une entreprise, comment gérer une association et tout. Nous aussi, je crois que les femmes, nous ne devons pas nous gêner à augmenter la connaissance, à réduire l'ignorance. Et la capacité serait encore très grande. Mais justement, cette problématique du leadership féminin est due à quoi? Indirectement ou directement? On ne sent pas tout de suite l'impact du leadership féminin sur le terrain. Oui, l'impact du leadership féminin, du moins, sur ce qui est apparent, ne peut pas se sentir sur terrain parce que le nombre de femmes leaders est très peu. Imaginez à l'Assemblée nationale, à peine 10% des femmes. Alors que l'électorat féminin est majoritaire. Donc il y a encore des pesanteurs culturels, des pesanteurs traditionnels qui empêchent la femme d'être élue. Nous avons par exemple au niveau étatique, vous voyez que plusieurs hommes montent des échelons. Mais au niveau des femmes, on la laisse maternité, vraiment, ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a encore des pesanteurs. Mais moi, je crois que le leadership féminin doit être aussi appuyé, doit être implémenté et au besoin même appliquer une discrimination positive face à une lourdeur, face à la résistance au changement. Il faut une discrimination positive. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous donne sur le plateau, mais c'est ce qu'il faut. Imaginez, toutes les femmes, les mouvements associatifs se sont battus, se sont organisés, plaidés pour que la loi électorale change, pour changer certaines dispositions dans la loi électorale. Mais tant que ce sont les hommes qui sont majoritaires dans les votes, eh ben, on ne sait pas faire passer certaines choses. Hein. S'ils disent non, ils coalisent contre. Ils sont plus de 250. C'est tout à fait normal. Donc, nous devons d'abord, moi je crois, que nous devons d'abord nous autonomiser, avoir le pouvoir d'achat. Et cette autonomisation, en réalité, nous avons déjà les racines de l'autonomisation parce que 80% de l'économie congolaise est tenue par des femmes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est de professionnaliser, de s'organiser en groupe, d'avoir des fonds. Dès que nous avons les fonds, le pouvoir d'achat, nous pouvons influencer le pouvoir. S'organiser en groupe, ça serait aussi un autre problème parce que l'on a l'impression que les femmes qui évoluent, vous travaillez en association, c'est vrai, d'une manière assez apparente parce que, par exemple, le CAFCO, ça regroupe plusieurs associations féminines. On a d'autres plateformes comme ça. Mais en soi, l'on déplore aussi le fait que les femmes qui ont évolué ne drainent pas tout de suite cette catégorie sociale la plus basse. Non, ma chère. Je crois que nous devons aller au-delà des plaidoyers, passer aux actions. Les actions, c'est mettre ensemble de l'argent et créer des sortes de banques populaires pour femmes, banques populaires pour les hommes.
Ça veut dire, des banques populaires, c'est des mouvements où vous vous mettez ensemble. Ça s'est fait, généralement ça s'est fait. Il y a des Makelemba ou des Likelemba, les gens appellent ça Likelemba. Ils se mettent ensemble, ils sont à 10, un groupe de 10, voilà, $20, c'est celui-là qui va prendre le crédit et ensuite, etc. Mais nous devons organiser ça de façon formelle et quantifiée pour que le pouvoir d'achat puisse augmenter. Imaginez que vous êtes peut-être 100 et que chacun met $100. Vous avez déjà 10 000. Avec 10 000, vous pouvez commencer un projet et financer peut-être 5 à 10, une dizaine ou une vingtaine de projets. Et ensuite, ce sont les autres. Et dès que ces projets sont financés, il faut un accompagnement. L'accompagnement pour ne pas tomber en faillite, pour évoluer. Et petit à petit, je crois que dès que les femmes vont détenir le pouvoir d'achat, ils les ont déjà. Ils vont aussi décider, ils vont se faire élire et voilà. Et ils vont booster plusieurs. Solange Masumbuko, l'autonomisation s'acquiert, se construit ou s'arrache? Autonomisation ou leadership, parce que c'est ça même le thème de notre émission. Ça s'acquiert, ça se construit ou ça s'arrache? L'autonomisation, c'est un processus. Donc, je peux dire que ça se construit. Hein. Ça s'est construit avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de conviction. Imaginez l'ADEAC, la nouvelle plateforme qui va sortir au Congo, une plateforme africaine, mais qui a ses origines au Congo, en République démocratique du Congo. Cette plateforme qui regroupe en réalité, qui parle de... Cette plateforme, c'est l'action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines. Imaginez une plateforme qui va mettre ensemble les associations, les organisations, féminines ou toutes les genrées. Genrées, ce n'est pas sexiste, qui va mettre toutes les organisations ensemble pour l'émergence de la classe moyenne. Donc nous devons construire notre libération, nous devons construire notre autonomisation et détenir le pouvoir d'achat. Et je crois que les restes, l'ignorance va reculer, les lois seront appliquées parce que nous aurons le pouvoir et les financements viendront nous chercher parce que ce seraient des initiatives innovantes. En l'occurrence, tu te rends compte, imaginez, vous êtes une association qui prône pour la classe moyenne. Aujourd'hui en Afrique, selon les statistiques, à peine 12% des populations qui représentent la classe moyenne. Les restes, c'est pauvre. Très pauvres, parce que les riches, déjà, ils sont peu. Donc, une bonne partie de pauvreté. Si nous chassons la pauvreté par des initiatives communautaires, je crois que l'État aussi sera boosté. Au lieu d'attendre et de se laisser manipuler. Imaginez, dans la mobilisation, c'est toujours les femmes qui sont nombreuses. Pendant les guerres, ce sont les femmes qui en pâtissent. Elles sont les premières victimes. Les viols, ce sont les femmes qui en pâtissent. Non. Nous devons aller au-delà. Assez. Allons vers la recherche de fonds, vers l'autofinancement et des organisations à la base. Et cela va concerner toute l'Afrique. Et comment vous comptez vous y prendre? Vous jetez des bases en RDC, vous allez vous étendre au niveau de l'Afrique, du continent? Oui, effectivement, les bases sont jetées en RDC. Nous avons déjà une représentation au Maroc, où nous avons été, et au Rwanda, nous avons déjà une représentation, et dans les autres pays, nous allons nous implanter. En fait, c'est une expérience canadienne. Imaginez les banques populaires, ça veut dire une organisation, les gens se mettent ensemble et ils essaient de réfléchir, ils se boostent et ils font des petits projets bancables et on essaie, donc on compte d'abord sur nos cotisations, sur les fonds que nous allons mettre ensemble et ensuite on peut compter sur d'autres partenaires. Il en va de soi d'une certaine crédibilité que vous donnez à ce projet.
Quels sont les crédits que Madame Solange, en tant qu'initiatrice, je peux considérer de ce mouvement, vous allez accorder à ceux qui veulent bien s'associer à vous? Exactement. Le crédit que l'on donne, c'est que le mouvement est structuré. Nous avons des poules qui sont comme des comités de gestion, des gérances, des groupes de gestion. Donc, la structure est bien structurée en co-gérance. Nous avons des poules ouest, poule sud. Nous avons des gérants, des sous-gérants. C'est les membres eux-mêmes. Et évidemment, on ne n'est pas gérant, on ne n'est pas comptable. Il y a des formations ou de remise à niveau pour mettre les membres au pas. Mais nous avons déjà plusieurs qui ont des expériences assez innovantes. Et nous avons actuellement, plus de 600 membres qui vont participer à l'activité de ce dimanche. Mais déjà dans la ville, rien que dans la commune de Mongafula où nous avons voulu tenter notre première expérience, notre site d'expérimentation, nous avons déjà, sur les 21 communes, nous avons déjà des points focaux dans 19 communes. Donc c'est un projet qui est en train de s'étendre dans toute la ville. Mais la phase expérimentale va commencer par cette commune urbano-rurale, Mongafula, une commune très très pauvre, sous-peuplée. Alors, quand vous parlez de cette classe moyenne, relever la classe moyenne ou faire en sorte que la donne puisse changer, qu'on quitte de la pauvreté à une certaine stabilité, ça engage quand même beaucoup des facteurs qui par moments font allusion aussi à une certaine politique générale du pays. Comment vous comptez impliquer les décideurs dans ce que vous faites? En réalité, l'ADAC, l'action vient répondre, c'est une réponse même à l'appel de décideurs. Je crois que les assises de concertation nationale ont beaucoup martelé sur la construction, la promotion de la classe moyenne au Congo. Et nous, un groupe des hommes et des femmes, avons répondu à cet appel. Dernièrement, le président des États-Unis était en Afrique. Il en a martelé. Il a dit, pour que l'Afrique se lève, il faut la promotion des initiatives innovantes, la promotion, l'émergence de la classe moyenne. Dans au sommet de le GES, le sommet mondial de l'entrepreneuriat, qui est ce sommet à son 5e édition. Nous avons participé à la 4e édition qui était au Maroc et la 5e édition était au Kenya, ici à côté. Ce sommet vient en réalité booster des innovations, des idées nouvelles, booster les petites entreprises, les aider à devenir grands et collaborer avec les grands, faire des success stories, ça veut dire des histoires réussies, des expériences réussies, échanger les expériences avec les autres pays pour se dire qu'on n'est pas loin, on peut faire quelque chose, le Congo peut faire bouger l'Afrique, et donc moi j'y crois et je crois que c'est ça, la façon pour nous de contribuer à la modernisation de ce pays. Vous croyez en l'émergence du pays? Si oui, apparemment oui, parce que vous avez dit tout à l'heure, mais avec quelle catégorie des femmes? Avec toutes les femmes. Chaque femme a un potentiel. Il suffit de l'aider à retrouver son potentiel et la booster. On a des femmes moins instruites. Exactement. En RDC. Exactement. C'est vrai que c'est un frein. L'instruction, l'éducation de la femme, c'est un frein pour le pays, mais nous n'allons pas limiter. Même les femmes qui ne sont pas instruites sont capables de faire quelque chose et en se mettant ensemble, il y a moyen de réduire l'ignorance par des formations ponctuelles, par des sensibilisations, des thématiques, tout ça. Et c'est possible. Même la femme rurale
Parce que l'exemple de la femme qui tient le Congo, qui produit le manioc, qui produit les pommes de terre, ce sont les femmes rurales. Ce sont les femmes rurales. Très braves. Très braves, qui exercent leur force pour nourrir tout le village, la commune, nourrissent le pays. Et avec la baisse du prix de carburant, la baisse du prix d'avion, coup de chapeau au ministre de l'économie, en passant, nous pensons que il faut que ce mouvement, cet élan de baisse puisse continuer pour que véritablement Kinshasa soit le grenier. Aussi direct sur le plan économique. Exactement. Impact aussi sur l'exportation des biens, des premiers, surtout la nourriture à manger. On va revenir parce que vous parliez tout à l'heure des femmes rurales. Ce sont des femmes braves, on l'a dit, qui travaillent de manière assez artisanale, mais elles nourrissent des milliers de familles. Nous sommes allés à la rencontre de ces femmes à Bointaba dans le Bandundu pour faire le constat sur leur apport de manière assez artisanale, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même elles contribuent au développement du pays. On regarde cet élément et on revient juste après pour continuer avec l'émission Femmes. Nous sommes à Bointaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, telles que le témoignent les habitants au regard des résultats des travaux de terre. En marge de la célébration du mois de la femme en République démocratique du Congo, les femmes professeurs d'université réunies au sein du cercle Sophie Kanza ont choisi d'aller vers la réalité de la femme rurale, puiser de la matière et étoffer davantage leur plaidoyer. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays. Si j'étale mon manioc sous un soleil accablant, ça peut sécher au bout de 3 jours et le 4e jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, 5 à 6 jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 francs. Travail jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. En tout cas, au domaine sur le plateau de Bateke, ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Les hommes aussi sont entrés en danse. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Bointaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de Titan pour atteindre la source. Et pour le cercle Sophie Kanza, il fallait vivre ce calvaire pour proposer des solutions adéquates. L'autonomisation de la femme rurale, c'est tout ce qu'on doit mettre ensemble, l'intelligence, les moyens et les projets qui peuvent l'amener à aller de l'avant. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des méthodes très précaires, rudimentaires, dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Comment parler du développement de la femme sans entraide sociale? Ici, la paresse chez la femme n'est pas possible, car chacune est soumise au seul mécanisme de survie, alors que le monde part de l'autonomisation de la femme rurale. D'où des défis à relever. Solange Masumbuko, on vient de suivre ce reportage sur ces femmes des Bointaba. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays peut se focaliser sur l'agriculture pour son émergence. Mais comment justement associer cette femme maraîchère qui se débrouille avec des moyens de bord, mais
avec beaucoup d'efforts, produit quand même. Ça, c'est vrai, elles sont des braves. Je ne cesserai de dire que ce sont ces femmes qui tiennent vraiment le Congo, qui nourrissent le Congo. Elles sont très braves, elles sont à féliciter. Mais moi, je crois que elles devaient s'organiser en coopérative, c'est-à-dire l'État doit arriver à soutenir ces coopératives-là, coopératives de production, une coopérative dans la distribution et pourquoi pas dans la vente. Ça veut dire aussi dans l'acheminement de ce produit. Parce qu'elle peut bien se donner à la production, à la fabrication, mais arriver à l'acheminement, oui, l'acheminement aussi. C'est tout un problème. Et aussi, pourquoi pas, la former sur l'emballage, le processus d'emballage qui répondent aux normes internationales et industrialiser même ce produit et donner plusieurs variantes. Parce que dans le manioc, on peut avoir de la farine, on peut avoir plusieurs autres, de l'amidon, on peut avoir du pondou, on peut avoir plus. Et des beignets même, des beignets même, fait au manioc, donc industrialisé. Et n'est pas seulement se focaliser sur la production interne, mais aussi aller vers l'importation. Imaginez la chikwang, qui est un produit du manioc. Les Congolais sont réputés faire la très bonne chikwang, mais ce sont les autres qui exportent la chikwang, les autres pays en Afrique, parce qu'ils respectent, ils même les feuilles de manioc, les normes d'emballage. Imaginez que un pondou bien fait et déjà pilé, on peut facilement le consommer et qui répond aux normes de l'OCC. Moi, je crois que plusieurs femmes... Le Cameroun a pris le devant par rapport au pondou. À l'extérieur, c'est plus le pondou du Cameroun qui est consommé. C'est ça, mais moi, je crois que le marché est grand. Donc, si on arrive à professionnaliser la production, à industrialiser, à diversifier, ça sera une très bonne chose, ça sera très chouette. Et même au niveau de la production, celles qui produisent, elles vont produire encore davantage. Elles sont même découragées parce qu'ils savent qu'il y aura un problème d'acheminement. Toi-même, tu as la production, tu dois chercher un transport, aller vendre, et c'est dur. Pour que celles qui sont dans la production restent dans la production et qu'il y ait peut-être un autre groupe qui se charge de l'acheminement et un autre groupe qui se charge de la distribution, etc. Et qu'ils ont déjà des quotas. Ils savent qu'ils peuvent fournir telle tonne de chikwang, telle tonne de farine de manioc. Tu vois, ça va encourager. Mais quand vous produisez, par exemple, de la pomme de terre pour le cas de Goma, et vous ne savez même pas acheminer parce que, bon, à la limite, les coûts du transport ne permettent pas. Et ajouter le coût du transport, on a facile à acheter les pommes de terre qui viennent de l'Afrique du Sud, qui est exporté de l'Afrique du Sud, que celui qui est produit localement. Paradoxal. Je crois qu'il faudrait... pays riche, potentiellement des riche. Petites organisations. Scandale géologique, mais en soi, sur le terrain, c'est paradoxal, comme on l'a dit. Oui, très paradoxal. Et même au niveau de l'habitat, on sent que l'habitat ne répond plus aux normes familiales. Donc, l'émergence d'une classe moyenne, c'est aussi reformer, c'est aussi attirer l'attention de l'État sur l'habitat familial. Parce que si dans la famille, ils y sortent des bons fruits, la première éducation, la citoyenneté, la première, proviennent de la famille. Et ensuite, on peut aller ailleurs. Si déjà, on ne sait pas loger ses enfants, on ne sait pas loger sa petite famille, imaginez le reste. La suite sera catastrophique. On parle de l'autonomisation et leadership. Solange, selon vous, comment accompagner les femmes à s'autonomiser, à devenir de vrais leaders sur qui le pays peut compter pour relever autant des défis auxquels nous faisons face au quotidien?
Oui, l'accompagnement, c'est aussi la sensibilisation, c'est aussi la formation du réseautage. Moi, je crois que nous devons créer des plateformes, sensibiliser celles qui existent, des ONG, faire des réseautages pour travailler ensemble, échanger des expériences réussies et aller aussi vers les autres, questionner les autres, parce que les nouvelles technologies nous permettent de questionner les réseaux qui sont aux États-Unis. Est-ce que nous femmes, nous sommes que celles qui sont au Botswana? Nous sommes à la page, nous sommes. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais aujourd'hui, avec son téléphone, il y a moyen d'accéder. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais je crois que ça viendra avec l'émergence des cellulaires. Je crois que les femmes aussi, nous devons aller vers les nouvelles technologies. Que nous utilisons aussi pour des fins utiles, parce qu'on a vu aussi qu'il y a quand même eu des dérapages avec les réseaux sociaux. Certaines femmes sont un peu plus distraites par rapport à ça. Donc, elles doivent l'utiliser pour... à bon escient, c'est tout. Et tout ça, ça demande aussi des sensibilisations. Parce que si nous pouvons, par exemple, faire des forums autour des idées, un forum des femmes congolaises, des femmes camerounaises, des femmes canadiennes autour d'un sujet comme l'accès à l'eau potable. On voit ce qui se passe au Canada, on compare avec ce qui se passe chez nous, au Cameroun, au Botswana par exemple, et nous tirons des leçons et on se dit voilà, les expériences de forage, les très bonnes expériences, on peut les implémenter chez nous, etc. Tu vois, donc... Mais qu'est-ce que ça te coûte pour organiser ces genres de forums? C'est vrai que vous allez dire des moyens. Nous déjà, dans le blog, nous faisons déjà des forums, mais il faut avouer que la plupart des femmes ou des personnes qui visitent nos blogs, ce sont les étrangers. Donc il faut encore une bonne sensibilisation à l'intérieur pour qu'elles s'adonnent à aller dans un site, dans un blog pour voir les activités au quotidien d'un leader. C'est aussi ça notre rôle, c'est aussi ça notre façon de transmettre l'expérience aux jeunes, aux plus jeunes surtout. Mais la plupart ils sont ailleurs. Allez dans des très bonnes expériences. Il y a des femmes politiques qui tiennent des blogs. Il y a des très bonnes pages Facebook, il y a des forums sur des thématiques de l'éducation, le leadership à l'université, par exemple. Ça, c'est catastrophique. Combien de femmes chefs de promotion? C'est à compter, même dans les institutions ou dans les auditoires, les promotions où il y a plus de femmes. Ce sont les hommes qui dirigent. Est-ce que la femme est consciente? Parce qu'elles ne comprennent pas qu'il y a un enjeu derrière. Les hommes comprennent vite qu'il y a un enjeu en étant CP. Peut-être que tu ne vas pas payer le Minerval, les syllabus, tu regardes directement, ils s'en approprient. Et la femme qui est majoritaire, elle se dit, bon, elle n'en voit pas. Mais il y a aussi un problème majeur avec la femme. Commencer par là, à l'école primaire, à l'école secondaire, apprendre... aux filles, aux garçons, un leadership vraiment pas sexiste. Il y a quand même aussi un problème avec les femmes, la réflexion féminisée la plupart des cas, et l'homme généralement s'en moque en disant c'est un raisonnement des femmes. C'est un raisonnement des femmes. Elle agit comme ça parce que c'est une femme. Par moments, ils n'ont pas tort, ces hommes. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une crainte chez les hommes qui pensent que quand les femmes réfléchissent, elles constituent une menace. Pas du tout. C'est une complémentarité pour un développement intégral. Imaginez-vous que vous avez une femme instruite et qui ne travaille pas. Admettons que le mari meurt. Mais ces enfants-là, comment ils vont s'en sortir si la femme n'a pas su s'autonomiser à temps? Si l'homme a pensé que la femme, en travaillant, c'est une autonomisation, donc c'est vraiment une insoumission
Pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens-là une révolte. Ce n'est pas dans le sens de révolte. C'est dans le sens d'un développement intégral. On ne peut pas développer un pays sans tenir compte des femmes qui représentent plus de la moitié, qui représentent une frange non négligeable de la population congolaise. Et partout ailleurs, c'est le cas. Donc moi, je pense que une femme qui a plusieurs opportunités, pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi ne pas les utiliser pour le bien-être de sa famille, de son clan, de son village? Encore faudra-t-il se découvrir, n'est-ce pas? C'est ça. Plusieurs ne se connaissent pas, mais avec des forums, avec des réseautages, on permet aux femmes de se découvrir. Et avec le temps, moi j'ai commencé à militer très très jeune, donc juste après mes études secondaires, humanitaires, j'ai commencé à militer dans les mouvements associatifs. C'était quoi votre motivation? C'était, je voudrais avoir de l'expérience, et pour avoir de l'expérience, il faut aller faire du bénévolat. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais on n'a pas trop cette culture-là des bénévolats ici au Congo. Et pourtant, ça paye, parce qu'aujourd'hui, j'utilise les expériences que j'ai acquises dans le bénévolat. Les dirigeants africains ont déclaré 2015, année de l'autonomisation des femmes et du développement via l'agenda Afrique 2063. Selon vous, quelles sont les priorités de ce défi? Les priorités du défi, c'est la réduction de la pauvreté, c'est l'éducation de la femme et l'éducation, insister sur l'éducation de jeunes, mais c'est aussi l'émergence ou la promotion des nouvelles technologies. Imaginez-vous la dame qui est initiatrice du robot roulage. Mais c'est une expérience innovante dont on parle partout dans le monde et en Afrique. Encore faudrait-il qu'elle puisse poursuivre le management pour rendre cela mondial et rendre cela une référence congolaise. J'étais dans un sommet dernièrement, on a parlé d'elle. Beaucoup de chapeaux, beaucoup de... Donc, nous devons aussi aller vers les nouvelles technologies, vers des sciences qu'on a considérées comme... Alors qu'au départ, les femmes ne sont pas elles n'embrassent pas ces filières techniques. Ces filières techniques, elles doivent embrasser parce que quand elles sont là, elles font des merveilles. Vous avez vu avec la dame robot roulage. Donc, pour encourager les femmes et les hommes à emboîter les pas vers les filières techniques. Donc, l'éducation, la formation continue, les réseautages, la réduction de la pauvreté et puis l'accessibilité à l'emploi sans tenir compte du sexe, à l'emploi rémunérateur. On voit que la femme accède, l'accès aussi au financement. Il y a plusieurs microfinances qui sont au Congo, mais est-ce que les femmes qui ont besoin de ce financement-là bénéficient véritablement de ce financement-là? Tellement des conditions et on remarque qu'elles passent à côté de leur mission. Donc, il appartient à l'État aussi de veiller à ça. Et pourquoi pas à nous-mêmes. De pouvoir s'impliquer également. Exactement. Femmes congolaises, autonomisation ou leadership, c'était le thème de cette émission. Si vous faites vous résumer en quelques mots, d'abord avant ces résumés, vous restez optimiste que les femmes congolaises peuvent être d'un apport assez considérable dans le développement du pays. Ça, je suis sûre, je suis rassurée que l'émergence d'un Congo à l'horizon 2030 dépend des femmes. Tenez par exemple... Dépend également des femmes ou dépend des femmes? Dépend aussi des femmes. En priorité des femmes. Parce que j'estime que ce Congo a besoin d'émerger. Nous avons déjà les racines de l'émergence. Et avec l'apport de femmes, l'émergence sera totale. Et l'ADAC est une réponse. C'est une plateforme qui vient autonomiser toutes les communautés africaines.
Donc, en l'occurrence, des femmes congolaises, toutes les femmes d'Afrique et les hommes d'Afrique, nous allons participer à l'émergence de l'Afrique de la RDC. Et de la RDC. C'est possible. Merci, Madame Solange Masumbuko, d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. Madame, Messieurs, vous avez suivi cette émission qui a tourné autour de l'autonomisation et du leadership de la femme congolaise. Beaucoup de questions qui ont trouvé, j'espère, des réponses à travers cette émission. Merci de votre fidélité à ce programme. Merci.